Hello and welcome to Leadership Up Close. I'm Anne Lucas, the founder of Alta, and in each episode, I have a candid conversation with an impactful leader in Europe's tech landscape. They've got the t-shirt, they've got the scars, and they're here to share their insights and maybe even their secret sauce. Et dans ta carrière, est-ce qu'il y a eu un moment où justement ton audace a tout changé dans une négociation? Oui, oui, bien sûr. Enfin, ça a tout changé. Alors bon, je sais qu'un exemple d'une énorme réunion exécutive, un client très très gros, donc beaucoup de pression, un client qui a l'habitude d'exiger et de dire non. En fait, non, là, je suis désolée, on ne pourra pas faire ça. C'était la première fois visiblement que quelqu'un disait non à ce client. Donc ça fait un grand froid. Ça a changé la posture du client qui a dit ah. On n'est pas le roi, on ne possède pas cette société. On se sent plus fort, on se dit c'est possible de dire non. Et ça redonne de l'espoir à toutes ces équipes qui étaient esclaves. Ça redonne de l'espoir et ça redonne une énergie. C'est quoi un peu ton mot justement pour je vais dire pour les leader, tout en gardant un peu d'autonomie? Confiance. La confiance et la communication sont les maîtres mots, je pense. Voilà l'objectif global. Alors j'utilise toujours une image. On est dans un bateau, il y a beaucoup de vagues et on doit arriver à un objectif. On est tous dans le même bateau, mais c'est vraiment important. Si quelqu'un est défaillant, il faut qu'on puisse s'aider. C'est vraiment l'esprit d'équipe, les valeurs du sport. Donc ce bateau va traverser des vagues. On a besoin de tout le monde, donc on compte sur tout le monde et tout le monde a un rôle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Leadership Up Close. Alors aujourd'hui, on enregistre ce podcast en français. Spoiler alert, ceci n'est pas le dernier anglicisme. Donc merci d'avance de nous excuser si jamais cela vous choque un peu. Je vous promets, on fait de notre mieux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Chevalier qui incarne parfaitement notre thème du jour, comment diriger, négocier et faire grandir des organisations SaaS internationales avec audace. Sophie a un parcours commercial vraiment impressionnant en tant que Chief Revenue Officer. Elle a passé plus de 25 ans dans le software et le SaaS à transformer et scaler des organisations en Europe, aux US et au Moyen-Orient. Elle a évolué dans tout type de boîtes, de l'américaine géante à la petite structure française ou internationale, publique ou founder-led et financée par des investisseurs, ce qui lui donne une compréhension très très fine des dynamiques de croissance selon le contexte. Sophie est passée par FIS, TraceOne, Qmatic. Elle a piloté plus de 50 millions d'euros de revenus, dirigé des équipes de plus de 100 personnes, closé des deals de plusieurs millions d'euros et mené des intégrations post-acquisition. Elle a développé un leadership basé sur la clarté, l'authenticité et surtout l'audace. Audace pour transformer, audace pour négocier dans des cultures différentes, audace pour rester fidèle à ses valeurs, même sous pression. Et c'est cet éclairage-là, ainsi que ses convictions et ses retours d'expérience, que je lui ai demandé de venir nous partager aujourd'hui dans le podcast. Sophie, ravie de t'accueillir au micro de Leadership Up Close et merci d'être avec nous. Alors, je vais te laisser te présenter toi-même. Qu'est-ce qui résume ton parcours et ton ADN professionnel? Merci déjà de me donner l'opportunité de participer à ton émission. Tu as dit beaucoup de choses déjà sur la présentation. Effectivement, j'ai une longue carrière maintenant. J'ai commencé vraiment en tant que commerciale. J'ai fait une école de négociation. J'ai fait du commerce dès le début, donc c'est vraiment part de mon ADN. Et j'ai eu une progression complètement classique et standard de sales, des comptes un petit peu plus gros, puis encore plus gros, puis des grands comptes, puis de l'account management, puis ensuite accéder à des rôles de management, une petite équipe, une moyenne équipe, et de plus en plus grosse, de plus en plus internationale. Donc voilà, un parcours step by step. Voilà, le premier anglicisme fait. Et voilà, j'ai toujours été assez authentique en tant que commercial et en tant que leader. Je pense que mes piliers, mes valeurs intrinsèques ont été vraiment présentes depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Ils évoluent un petit peu en fonction des adaptations, mais globalement, je suis toujours la même. Enfin, tu as dirigé des équipes quand même très diverses, de Mmh. l'Europe au Moyen-Orient. Qu'est-ce que ces expériences t'ont appris sur le leadership multiculturel, justement? Oui. Alors c'est vrai que j'ai pas mal travaillé dans des boîtes de nationalités variées, différentes, avec des équipes très différentes. Il y a un message important en fait, c'est que fondamentalement les gens sont les mêmes.
Donc quand on est dans le monde professionnel, on cherche tous, enfin dans mes équipes, hein, je suis dans le commerce, dans mes équipes, on cherche à optimiser, à satisfaire nos clients et à faire du chiffre. Ça, c'est pareil partout. Après, il y a des différences, culturelles, c'est pas que ce qui reste à la maison. Dans le monde du travail, ça s'exprime, mais le grand secret, je pense que c'est l'ouverture et accueillir la différence sans vouloir, la masquer, en la partageant et finalement, ça marche. Les gens sont contents. Alors, dans les gens que j'ai rencontrés, ils sont contents de partager leur culture, sont contents d'expliquer, sont contents d'apprendre de l'autre et finalement, quand on se concentre, donc ce que je disais, nos objectifs professionnels sont les mêmes, quelle que soit la religion, quelle que soit la géographie. Je suis là pour faire du business. Le CRM, c'est partagé, les steps d'un deal, c'est partagé, le les tous les plans de com, c'est quelque chose c'est des choses partagées, on a les mêmes choses, mais ensuite quand on communique, bah, on s'adapte, on fait attention, on pose des questions et ça On crée marche. un objectif commun un petit peu, j'ai l'impression, Voilà, un il y a un marketing objectif qui commun, c'est s'adapte, le hein. business et le moyen d'y arriver, bah, c'est de l'adaptation. Mais il y a on n'est pas contre, en fait, on est content de comprendre que là, ça se passe comme ça, avec, cette, nationalité, les gens sont plutôt comme ça. Quand les gens autour de la table pour négocier, pour travailler ensemble, sont au courant des différences des autres, on en rit, en fait. On en rit, c'est vraiment un partage culturel et les gens comprennent. Il y a beaucoup de tolérance, il y a beaucoup de compréhension. Il faut que ça soit expliqué. C'est le secret, je pense. D'accord, et tu parles beaucoup d'authenticité, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment rester soi-même dans des environnements qui sont peut-être, où il y a de la pression, peut-être la pression d'un fond, où c'est un peu politique? Est-ce qu'on peut rester justement, soi-même dans ces environnements-là? Alors ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, effectivement, quand on est très fort dans son alignement personnel et qu'on a des valeurs, on peut être confronté à des situations et c'est très souvent le cas où ça va un peu loin, mais on est là pour le business. Donc voilà, je pense que ça, c'est des choses très personnelles que les leaders doivent, en fait, doivent appréhender avec recul. Voilà, aujourd'hui, on me demande de faire ça, je suis alignée ou pas? Bon, pas vraiment. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que mon boulot, et ma responsabilité, heu, exige que je me comporte comme ça, que je défende cette valeur? En fait, parce qu'il faut être aligné avec son fond, avec, et c'est très personnel. Alors après, on peut avoir à faire les choses en se disant: «Moi, personnellement, je l'aurais pas fait, je le fais». Si on est, une fois de plus, très empathique, si on est aligné, si on explique les choses, il y a on peut faire beaucoup plus que ce qu'on croit avec, voilà. Après quand ça va trop loin et j'ai pas eu, vraiment de ouais, ou des cas limites, bon, bah, on peut dire non, hein. Enfin et après on assume les conséquences. Il faut en assumer la conséquence. Moi, ça m'est arrivé de dire, «Si on fait ça, vous avez ma résignation tout de suite, quoi» et en fait, on l'a pas fait et voilà pourquoi, on en discute. Enfin, il faut savoir aller au clash, hein, quand on est vraiment très en désaccord. Il faut savoir expliquer. Après, c'est une fois de plus, c'est une histoire de confiance, de dialogue, de communication. Quand on accepte la tâche, quand on doit l'exécuter, hein, et les gens comprennent. En général, enfin, j'ai pas rencontré de crise ultime à part des points limites. D'accord, et un de tes super powers, désolée encore un anglicisme, mais un de tes superpowers, c'est vraiment de transformer des équipes commerciales. Enfin, toi, tu as vraiment une fibre commerciale très forte. Tu as grandi, tu as appris le métier en étant sur le terrain, en étant, IC, en prenant ensuite des rôles de leadership. Donc tu as vraiment transformé des équipes commerciales et surtout des équipes fragmentées en véritables machines à revenus. Mais concrètement, comment tu t'y prends pour justement pour scaler ces équipes pour qu'elles deviennent des vraies machines à revenus? Surtout quand elles sont fragmentées. Très pragmatiquement, en fait, on analyse qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, on le garde, on va pas modifier des choses qui vont bien. Ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui est facile à changer? Donc après on priorise et on exécute, en fait. Qu'est-ce qui est facile à changer? Je le change tout de suite. Qu'est-ce qui est plus compliqué, qui demande de travail? Bon, bah, on prépare ça et qu'est-ce qui est un énorme projet? Qu'est-ce qui est très compliqué à changer? Comment on s'y prend? Voilà et planifier les tâches.
Donc voilà, je pense que c'est tout simple en fait. Il faut y aller au fur et à mesure, il faut challenger l'existant, il faut sans cesse remettre en question, avancer, progressivement. Enfin, c'est step by step, et pragmatique. Et quand on f enfin, j'imagine que tu dois être aussi très, dans la data driven dans ton approche, dans les chiffres, d'avoir un certain mécanisme. Est-ce qu'on risque d'enlever le côté humain quand on fait ça, si on crée des machines qui sont data driven, KPI driven? C'est obligatoire d'avoir des datas pour prendre des décisions. Enfin là, je pour le sur le coup, ça c'est quelque chose qui n'est pas négociable, hein. Il faut que les commerciaux, alors on va parler des commerciaux, des gens du marketing, des équipes de RevOps, il faut que il faut qu'ils fournissent de la data. Donc, c'est remplir le CRM, hein, simplement si je simplifie, c'est ça, et qui donne des bons chiffres pour qu'on fasse un bon forecast. Ça, c'est essentiel. Avec les données, on peut faire plein de choses. Alors maintenant, c'est de plus en plus facile, hein, quand je vois la différence entre aujourd'hui et il y a 15 ans, fallait qu'on fasse beaucoup d'Excel. Aujourd'hui, tous les outils, nous sortent des dashboards, des évolutions. C'est assez, il suffit d'avoir l'idée de ce que je veux et ensuite je vois les données Mmh. qui 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 alimentent en fait cette réflexion. Ouais, non négociable, obligatoire et à utiliser vraiment avec intelligence et recul, en fait. Il suffit de On peut analyser tellement de choses. Il faut savoir qu'est-ce que je veux obtenir, quelle est mon idée, qu'est-ce que je veux vérifier, créer le dashboard qui va bien et puis sans se prendre la tête pendant des heures et des heures, hein, aujourd'hui, enfin, c'est magique, quoi. Un bon sujet, tu vois? Ça, je pense qu'aujourd'hui, on a des outils qui changent vraiment la donne est-ce que tu as vraiment vu ça au sens Ah où ouais. ça a changé la façon dont tu Mmh. organises et structures tes équipes? J'ai fait en fait, avec la donnée aujourd'hui, moi, je me souviens de mes débuts en tant que manager, il y a un peu plus de 10 ans, faire des reportings avec des tableaux Excel, passer des journées entières à chercher des données, aller faire ça ailleurs. Là, récemment, je construisais un reporting, une idée. Ça nous permet de voir beaucoup plus loin, enfin, je pense à l'intelligence artificielle, en l'occurrence, ou des requêtes, ou de ce qui est inclus dans les outils qu'on achète maintenant sur le marché. On fait des stats, on fait des projections et on peut analyser, comparer, des équipes, des gens, des performances, on peut tout faire. Et ça, pour moi, c'est un bonheur parce qu'en fait, passer du temps dans Excel, franchement, c'était pas mon kiff dans mon job. Aujourd'hui, analyser la donnée, en ti des informations et se baser là-dessus pour prendre des décisions, faire des projections, c'est presque, amusant et intéressant. Il y a pas de limite, il y a pas de limite dans ce qu'on veut mesurer. En fait, ça devient différent, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui va m'être utile dans cette immensité de données disponibles et d'analyses possibles? Donc faut se limiter à ce dont j'ai besoin, ce qu'on me demande et ce qui va m'aider à vraiment piloter et sans se perdre dans des tas d'analyses, qui servent à rien en fait, qui sont impressionnantes, mais voilà. Et si on prend un cas concret dans, tu vois, la structuration d'une et l'organisation de la fonction go to market, chez Trust One, il y a eu aussi l'intégration d'une acquisition avec Celeron, c'est ça? Donc, comment toi tu as vécu cette intégration et comment tu as pu justement aligner, tu vois, go to market, marketing, customer success, la partie vente? Ça s'est passé comment? Donc c'était déjà un choc de culture, hein, une entreprise très structurée, qui était, nous en fait l'entreprise qui achetait, très structurée, très organisée, très industrialisée, et une société beaucoup plus familiale, heu, avec probablement, des super solutions, mais peu de structure finalement, mais des gens et des grands talents. Donc ce que je disais tout à l'heure, en fait, il suffisait d'analyser, de se remettre en question, d'analyser, de regarder, d'analyser et de dire: «Bon, comment on intègre ces 2 sociétés complémentaires, mais très, très différentes?» En parlant, en faisant des entretiens, en rencontrant tout le monde, enfin, je parle de mes équipes, bien entendu, hein. Voilà, essayer de manière, objective, de reconnaître qui est bon là-dedans, qui est meilleur là, où est-ce qu'on prend dans les talents le meilleur, hein, pour faire cette tâche. Parce que voilà, je pense que dans tous les humains, dans tous les professionnels, il y a des choses qui font mieux que d'autres. Mon objectif est d'essayer d'identifier chez le talent, chez cette personne, où est sa meilleure place. Donc on va avoir le choix entre, voilà,
pour merger, il faut quelle est la cible et après comment je staff avec tous les composants humains, tous les composants skills de ces équipes pour que chacun donne le meilleur là où il sera mis dans l'organisation cible. Des fois, il y a pas beaucoup de changements, des fois, c'est drastique, mais en fait, l'idée, c'est je suis convaincue que si on est au bon endroit, en accord avec ses compétences et sa personnalité, on donne le meilleur. Voilà, donc il suffisait, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais il suffisait d'identifier, tout ça, de de créer l'organigramme, idéal, ensuite de le challenger avec les managers, de les impliquer. Ça, c'est très important pour que ça soit pas quelque chose de complètement, top down et ensuite, de faire les ajustements. On peut avoir loupé une caractéristique, une donnée importante, voilà, donc les managers qui sont plus, hem, au fait, les intégrer et puis ensuite, présenter cette organisation, être prêt à adapter un petit peu à la marge parce qu'il Mmh. faut pas forcer tout le temps et ensuite, je pense que ça a été un succès, hein, quand on voit comment ça s'est développé. Tout à fait. Et c'est quoi ton, MO quand il s'agit de, tu vois, de motiver, d'insuffler un peu d'énergie, de dynamisme dans une équipe commerciale quand on a peut-être des objectifs qui sont, difficiles à atteindre, où il y a un peu de pression par rapport au COMEX ou le fond, où il y a un North Star et tu as une équipe que tu as peut-être reprise ou restructurée et qui est fragmentée et distribuée. C'est quoi un peu ton MO justement pour je veux dire pour les leader, tout en Oui, gardant un peu d'autonomie? alors la confiance et la communication sont les maîtres mots, je pense. Je vais vous faire confiance. Voilà l'objectif global. Alors j'utilise toujours une image, pour les intégrer en fait et tout le monde la connaît, tous les gens qui travaillent avec moi. On est dans un bateau, il y a beaucoup de vagues et on doit arriver à un objectif. On est tous dans le même bateau, mais c'est vraiment important. Si quelqu'un est défaillant, il faut qu'on puisse s'aider. C'est vraiment l'esprit d'équipe, les valeurs du sport, les valeurs de voilà, donc ce bateau va traverser des vagues, on a besoin de tout le monde, donc on compte sur tout le monde et tout le monde a un rôle. Donc je pense que j'ai encore envie de dire, l'empowerment, mais en fait, rendre les gens, responsables de leur action, leur faire comprendre que sans eux, on peut pas y arriver, mais que tout le monde va être dans ce bateau et tout le monde va contribuer. En général, quand on a cette visibilité, cette transparence, qu'on leur fait confiance et qu'on leur explique, moi, j'ai pas rencontré de problème à la marge, de gens qui comprennent pas ce message et en fait, je suis avec eux dans le bateau. Donc en fait, je m'intègre, on y va ensemble, on a besoin de ça, on va subir les vagues, on va subir des vents, on va subir du plat, on va subir, voilà, mais on va avoir des moments magiques et en fait, il faut rester optimiste. Une fois qu'on sera là, on sera ravis, on regardera derrière et on a parcouru tout ce chemin ensemble. Hem, oui, il faut rester super optimiste, esprit d'équipe et si les gens sont intégrés dans une équipe, que chacun est responsable de ce qu'il a à faire, qui se sent intégré, qui se sentent soutenus par ses pairs, hein, que chacun a cette, responsabilité individuelle dans un groupe, c'est exactement, je pense, ce qu'un coach d'une équipe de rugby, de foot ou de je sais pas quoi, essaiera d'insuffler. Donc voilà, je m'inspire beaucoup j'ai réussi à faire communiquer des gens qui se détestaient, hein, en fait, dans des équipes, des gens dans des régions, très, très, très différentes, où finalement on se renferme quand on est isolé, hein. On Mmh mh. s'isole, on ferme, quand on comprend que l'autre est dans le même bateau et qu'on a le même objectif, on peut développer vraiment cet esprit d'équipe pour y aller. Sophie, je voudrais passer un petit peu de temps sur la façon dont tu accompagnes, tes équipes. Donc forcément, les équipes sont préparées, ça va, dans le détail, il y a un peu d'intuition et cetera. Tu sais le playbook, ils savent dans quelle direction ils vont aller. Quand ça se passe pas bien, comment tu les accompagnes? C'est quoi ton conseil, hein? En fait, on fait du travail de préparation, on travaille ensemble et c'est un dialogue, une discussion, c'est du coaching et souvent dans le coaching, il y a quelque chose que je remarque, c'est que les commerciaux n'osent pas, oser et en fait, je dis toujours, tout le temps et tout le monde, me connaît avec ça, c'est: «The more you ask, the more you get» et en fait, un commercial, il a peur, il y a énormément de peur souvent dans ces négos.
parce en fait, on a peur d'un rejet, on a peur du compétiteur, on a peur de tellement de choses qu'en fait, on n'ose pas et on fait des bêtises. On pourrait être, beaucoup plus puissant en osant. Donc si on a bien instauré ce climat de confiance, ce que je leur explique, vous n'avez rien à perdre à demander plus. Si par exemple et essayez de le prendre, alors je le fais en fais-toi un challenge personnel. Mets-toi au défi de le proposer. Si par exemple ton prix c'est 20 par mois, demande 22. Vas-y, vas-y. Fais-moi ce plaisir, essaye. Et le commercial revient en disant, tu sais quoi? J'ai demandé 23 et ça a marché, hein. Bon, Mmh. il osait pas, il a essayé et en fait, il revient en disant, je le ferai tout le temps maintenant. Et toujours, va toujours un petit peu plus loin. Surtout demande un délai plus long. Vas-y. Et ça, c'est tout le temps dans Mais une vraiment relation. pousser les limites le plus Ouais. possible, hein. Vas-y, essaye. Alors pas, fois 2, hein, juste un Mmh. petit peu et le petit peu, tu verras sur ton plan de com, tu verras la différence et quand tu auras, Mmh mh. la com en plus, tu penseras à moi et la prochaine fois il le fait tout seul. Et Donc ça, c'est un est-ce que ça veut dire aussi demander plus en interne? ça devrait pouvoir s'appliquer, ça devrait pouvoir s'appliquer en interne, demande toujours mieux à ton équipe de, produit. Tu as besoin de la réponse pour le 30, demande le 25. Mmh mh. Toujours toujours aller un petit peu plus loin que ce dont on a besoin. Des fois, c'est utile juste simplement parce que, c'est toujours plus compliqué. Il y a Mmh. toujours un truc et quand c'est du positif au-dessus de ce qu'on voudrait oser demander et c'est toujours du bénéf, quoi. Mmh mh. Et je sais pas, mais je crois que 90 des cas, ça marche, hein. Mmh, mmh mh. Je continuerai de coacher en poussant les gens dans ce sens. The more you ask, the more you get. OK, The more d'accord. you ask, the more you get et je pense que ça date de quand moi j'étais commerciale d'un président de segment ou d'un kick-off, ça a 20 Mmh. ans ce truc-là, mais mais je l'ai toujours gardé. On a tous des devises comme ça qui sont ancrées dans les esprits. Une autre devise d'un manager, là, je sais très bien qui c'est, il m'avait fait acheter le bouquin d'ailleurs, c'était aussi un boss américain et Hope is not a strategy et ça Mmh, j'adore ça. Donc j'ai le bouquin dans ma bibliothèque. mmh, En fait, quand un commercial dit: «J'espère mmh. que ça va marcher» ou un manager d'une équipe, «J'espère qu'on fera le chiffre». C'est pas «j'espère», c'est «qu'est-ce que tu mets en On va. place?» C'est Yes. voilà, c'est pas «j'espère», c'est pas ça ta stratégie, c'est «pour y arriver, je mets ça, ça en place». Donc ça, Mmh, c'est des choses qui m'accompagnent, depuis toujours, hein. Depuis toujours, j'ai ça c'est devenu mon ADN, en fait. mmh. Et est-ce qu'il y a justement des cultures commerciales qui t'ont influencé plus que d'autres? Est-ce que c'est, tu vois, les US, la Scandinavie? Tu as quand même travaillé, et en plus tu as géré le revenu de manière Ouais. globale systématiquement. Alors c'est là, il y a des différences culturelles. Effectivement, les engagements sont pas les mêmes, dans les pays. Ceux qui m'ont le plus inspirée, bon, je pense qu'effectivement, les Américains sont très forts sur les organisations, commerciales. Certains m'ont inspirée, en tout cas, enfin, des fois je suis choquée, des fois je trouve ça j'aime pas le faire, mais je trouve ça bien. La rigueur allemande, elle est pesante parfois, mais j'apprécie en fait. C'est facile, c'est les gens, la relation est claire, c'est confiance. Voilà, donc en fait, j'arrive à trouver dans chacun des trucs, qui sont positifs, auxquels on se raccroche et Tu peux adapter par ouais, rapport à d'accord. Et est-ce que ça t'arrive tu vois, de devoir, aller faire un deep dive, hein, de manière, je sais pas si c'est justement passer du temps en présentiel dans des équipes qui sont, distribuées, peut-être voyager aux US, au Moyen-Orient ou à travers l'Europe. Et est-ce que tu trouves que c'est nécessaire pour toi dans le leadership de repasser du temps en présentiel, d'aller voir les équipes on the ground? oui, complètement. J'ai toujours dit: «On fait pas de business sur son canapé» et ça, j'en suis tellement convaincue. Bon après, dans nos ventes à nous, hein, des ventes complexes, des ventes de soft évidemment, il faut être sur place, il faut rencontrer les gens le maximum. Alors après, on a les contraintes de la vie et ouais, les contraintes de la réalité, mais le maximum
Et moi, en tant que manager, j'ai un plaisir immense, en fait, à voyager avec des commerciaux pour un événement, pour aller voir un client important, un partenaire. On échange tellement dans un voyage, on échange tellement quand on prend un petit déj parce qu'on partage le même hôtel. On échange tellement, après le boulot, après un meeting, quand on doit débriefer, on va boire un café, un verre, peu importe. C'est tellement important et ça participe à ce que j'expliquais, la confiance, le partage de ma culture, de ma valeur, de ma personnalité. Et puis on connaît les gens, mieux on les gère, mieux ils se sentent compris. Et c'est difficile de tu vois, de parler de ton parcours sans évoquer la négociation. C'est un vrai fil rouge chez toi. Tu as géré des grands comptes, tu as closé des deals de plusieurs millions d'euros. Négocier, oser, ça fait vraiment partie de ton ADN. Pour toi, c'est quoi une posture audacieuse dans la négociation? En fait, c'est lutter contre le facile et le naturel. Parce que D'accord. finalement, ce que je remarque, c'est que dans la négo, à tout niveau, on a envie il y a beaucoup de difficultés, on a envie d'aller vite, on a envie de clôturer, on a envie d'aller à la conclusion. Et du coup, on loupe des tas de choses. On loupe parce que c'est difficile, on loupe parce qu'on n'a pas préparé, on loupe parce qu'en fait, on est dans cette énergie qui veut arriver au but. Je pense qu'une bonne négociation audacieuse est vraiment bonne. La différence entre une bonne et une médiocre ou une mauvaise, c'est qu'on prend son temps de rien laisser au hasard. Donc ça va de la préparation, elle doit être super, même si c'est une toute petite négo, il faut quand même tout préparer. Il faut anticiper, il faut prévoir les scénarios. Qu'est-ce qui peut se passer? Comment je me prépare? Il faut vraiment essayer de prendre le temps d'y réfléchir. Qui est, dans cette négo? Donc de mon côté, de l'autre côté. Pas se pointer, pas préparé. J'ai à peine discuté avec mon partenaire, on n'est pas alignés. Je n'ai pas validé l'agenda, l'ordre du jour, qui sera là avec le client. En général, c'est le client ou le partenaire ou peu importe, ou la partie adverse. Il faut être prêt. Il faut être prêt, soit avec son équipe, avec son organisation. Faut faut avoir le moins de hasard à gérer pendant cette étape. Une fois qu'on est, confronté dans cette discussion, il faut savoir, tenir ses positions, il faut savoir quelles sont ses positions, il faut savoir lire, il faut savoir bluffer à un moment donné, il faut toutes les qualités, il faut être super à l'écoute de tout, il faut, et tout à fait, et puis à la fin et puis de méthode, voilà. Donc le talent, c'est de pas montrer qu'on est super préparé comme ça, c'est de le faire de manière naturelle, d'avoir installé la confiance et cetera. La négociation se passe. Il faut savoir la conclure. Mmh. Et ça arrive souvent où tu préparais, tu as la psychologie, tu connais ton client, l'équipe est préparée, il y a un plan solide et l'intuition, tu vois, ça se déroule pas forcément comme tu anticipais pendant la réunion. Ton intuition te dit: «En fait, ce qu'on a préparé, c'est plus du tout aligné avec ce qui est en train de se dérouler pendant la conversation». Ça arrive souvent ça? Oui, ça arrive. Pas souvent parce que justement, si on est bien préparé, normalement, on a essayé d'éviter ça, mais de se rendre compte qu'il y a un gros malaise, un gros problème ou une réaction inattendue, hein. Ça m'est arrivé à un moment donné que la partie adverse se mette à péter un câble. Bon, bah, ça, je peux pas l'anticiper, je peux pas le prévoir. Alors ça donne des situations, soit on peut gérer, soit ça donne des choses, qui sont insupportables à vivre sur le moment. Après, quand on y pense, c'est des souvenirs, mais j'ai eu des cas où on se fait insulter, et voilà. Après moi, je contre pas non plus. Il y a beaucoup d'émotions, on est des humains. Si on est super stressé, on a travaillé avec, une équipe de pre-sales jusqu'à tard et qu'on se fait insulter en plein milieu du meeting, heu, on peut rire, on peut décider de s'énerver. Bon, voilà, il faut on est des humains, hein, donc il faut gérer ça aussi. Bon, c'est assez anecdotique. On peut aussi décider d'arrêter la négociation. Bon, voilà, c'est pas grave, hein, une négociation, c'est pas forcément, une réussite et en fait, une négociation peut aboutir à on fait pas Sûr, affaire, hein. C'est pas un bon développer. deal, on n'a pas bien travaillé ça, il y a quelque chose qui va pas, il vaut mieux arrêter que s'enfoncer, en fait. C'est pareil, c'est rare, hein, mais ça peut arriver donc bon, bah, excusez-nous, je pense que là, pour aujourd'hui, il y a quelque chose qui va pas, on n'est pas prêt ou on pourra pas faire affaire, bon, voilà, ça fait partie de la position. Il faut pas signer à tout prix un truc qui est bancal. Je crois que c'est là aussi
qu'on voit la maturité des négociateurs. Et dans ta carrière, est-ce qu'il y a eu un moment où justement ton audace a a tout changé dans une négociation? Oui, ça oui, bien sûr, enfin ça a tout changé. Alors bon, je sais qu'un exemple, d'une énorme réunion exécutive avec, une réunion annuelle, c'était la première fois que je venais dans ce meeting, donc over préparée. On s'attend à tout, un client très, très gros, donc beaucoup de pression et effectivement, qui a un client qui a l'habitude d'exiger et c'est souvent le cas, mais là de manière un peu trop forte pour ce que pouvait assurer la société, effectivement, de dire: «Non, en fait, non, là, je suis désolée, on ne pourra pas faire ça, on ne peut pas le faire» et là, c'était la première fois visiblement que quelqu'un disait non à ce client et il y avait du monde autour de la table, donc ça fait un grand froid. Donc je me suis bien rendu compte, j'étais voilà, enfin ça a été un moment assez fort et puis, bah, on respire et puis on explique, enfin, voilà pourquoi c'est non. Voilà les options, heu Est-ce qu'on peut se dire qu'on accepte ce non et on en reparle dans 3 mois et on voit si c'était jouable, si on pouvait prendre ce risque, si on pouvait ne pas faire ce que vous demandiez, monsieur le client et en fait, bah, au bout d'1 mois, ça se passait très bien et finalement ça a été mais je sais qu'à ce moment-là, ça a vraiment changé. Ça a changé la posture du client qui a dit: «Ah, on n'est pas le roi, on ne possède pas cette société et au sein de ma société aussi en disant: «Ouh là, elle dit non, elle est nouvelle, elle a osé» et là, alors on gagne du respect, mais c'était pas ce que je recherchais. On gagne surtout, on se sent plus fort, on se dit: «C'est possible de dire non» et ça redonne de l'espoir à toutes ces équipes qui étaient esclaves, hein. Ça redonne de l'espoir à et ça redonne une énergie. Donc à un moment donné, voilà. Et le client aurait pas accepté ce non. Je sais pas comment ça se serait passé, mais on aurait retenté un non plus tard. Enfin, il y aurait pas eu une rupture. Bon, j'étais pas une rupture totale, on aurait eu une rupture, peut-être qu'il aurait fallu ramer après, beaucoup plus. Voilà, je veux pas perdre du temps à anticiper, mais voilà, il fallait prendre ce risque. C'était fort et bon, ça s'est bien passé. Bon, il y a plein de Mmh. petits gestes comme ça où faut le mesurer. Non, mais c'est un moment fort quand même Oui, de tu très vois, fort, ouais. d'avoir la confiance, de dire, de rester. Je sais pas quel était le sujet, si c'était un sujet de trop un sujet opérationnel, plutôt stratégique, une question de valeur ou d'éthique, mais de prendre ce recul en se disant: «Bah, en fait, c'est pas la bonne solution et il faut que je me mette enfin neck on the line un petit peu. Moi, mon équipe, je représente mon entreprise et c'est moi qui dois dire non, enfin en face un client qui est quand même un client important». C'est un énorme risque. Oui, oui, mais alors, en fait, c'est notre rôle de leader aussi à un moment donné, c'est un non parce qu'en fait, ça met en péril ma société. Donc moi, j'ai toujours cette double casquette, hein. Je veux satisfaire les clients. Évidemment, je suis commerciale. Je suis avec vous, sales teams, je suis avec vous, on est commercial, on veut la satisfaction du client, on veut mais d'un autre côté, je suis membre, du management de l'entreprise et si la société, va droit dans le mur parce que les commerciaux prennent une mauvaise décision, enfin, c'est aussi ma responsabilité d'intervenir. C'est en ça que la notion de responsabilité est très forte et ce que je disais tout à l'heure, il faut rien laisser au hasard, il faut vraiment, et que tout le monde soit aligné, donc ça demande de la négociation en interne, voilà. Les équipes sont sous l'eau, on peut pas faire ce qui est demandé, on prend un risque pour l'entreprise. Voilà, mon job, c'est de faire en sorte que l'entreprise soit protégée, que l'entreprise ne prenne pas de risques qui pourraient avoir des conséquences désastreuses et que les équipes soient enfin, que tout le monde soit protégé, quand je dis l'entreprise, il est hors de question que toute une équipe de développement parte en burn-out parce que le client demande un délai et ça, c'est quelque chose de difficile, hein, de difficile. Bon, bah, là, c'est notre job, hein. Ça demande, heu, ça demande du sang-froid. Mmh. Et côté perso, justement, comment toi, c'est quoi ton secret pour, gérer peut-être la pression, le stress, la tension qu'il peut y avoir dans cette pièce où tu es en face d'un client important? Pas forcément juste cette situation-là, mais c'est quoi te est-ce que tu as un secret qui fait que tu es à l'aise, il y a pas de trac, il y a pas de tension, il y a pas de Mais je me sens préparée. mmh Mon mh. secret, c'est ça, en fait, hein. Je préfère être over préparée et du coup, je
je suis pas inquiète, de toute façon, je peux pas tout contrôler et c'est ce qu'il faut se dire, en fait. On peut être super préparé, mais on peut pas tout contrôler et donc enfin, ce qui n'est pas mon contrôle, ben, voilà, il faudra que je l'accueille. Après, c'est l'expérience aussi. L'expérience fait qu'on se sent c'est pas big deal, en fait. Il y a pas voilà, ça reste que du boulot. Il faut mettre les choses, à leur place. C'est un travail. Il y a on ne travaille pas dans un hôpital à sauver des vies, on travaille dans du software et ça, souvent, je me le dis, hein, il y a personne qui va mourir, hein, dans ce meeting. J et puis on peut toujours sortir, voilà, en disant: «Stop». C'est pas voilà, le secret, c'est d'être, ouais, je pense que ça vient aussi en vieillissant, ce que je disais, l'expérience. De Mais rester droit dans pro, ses bottes. préparé, Ouais, de voilà, droit dans ses bottes, je sais quelles sont mes positions. J'aimerais aussi qu'on parle un peu de ton expérience en tant que femme dirigeante. Donc tu es souvent la seule femme dans la salle, où en général, il y a pas quand même pas beaucoup de femmes dans le monde du soft, surtout donc on est dans un monde B2B, si c'est un peu B2B enterprise soft. Comment toi, tu as vécu ça? Globalement, j'ai toujours eu de la chance, je pense. Heu, j'ai jamais eu une expérience, terrible. Quand j'étais jeune, oui, là, c'était une autre histoire. Jeune commerciale, ça a été difficile. Bon après il y a eu, Balance ton porc, des choses comme ça qui ont vraiment aidé. Je C'est magique en fait pour les filles d'aujourd'hui d'avoir ça en tête et de savoir qu'elles ont un atout et une défense, enfin c'est dommage d'en arriver là, mais en tant que femme, moi j'ai eu beaucoup de respect de la part de mes clients, de mes partenaires, de mes collègues. C'est vrai que parfois ce que tu dis, j'étais la seule femme autour de la table avec des collègues, énormes, grands, moi je me sentais toute petite dans ces réunions et une fois je l'ai exprimé, j'ai dit: «Voilà, je me sens minuscule, je suis française, donc aux États-Unis avec des hommes, imposants» et ils m'ont dit: «Oh t'inquiète pas, ce qui compte c'est la personnalité», enfin et voilà après, je sais pas si je l'ai utilisé, en tout cas moi j'y pense pas en fait. Au quotidien, j'y pense pas et c'est des retours de collègues femmes. J'ai eu plusieurs fois et ça c'est ce qui me fait réaliser qu'en fait il y a peut-être un truc là, effectivement, je suis en train de faire une réunion d'équipe avec des commerciaux. J'invite, quelqu'un de la finance, une jeune femme, pour qu'elle voit comment ça se passe, la revue de pipe, le forecast et cetera et à la fin du meeting, elle vient me voir et elle me dit: «Waouh, une main de fer, tu as managé tout ce monde à la baguette, c'était hyper impressionnant» et c'est là qu'en fait, «Ah bon?» Ouais, j'étais tellement impressionnée, bravo. Voilà et ça, cette expérience, ça s'est reproduit plusieurs fois en disant: «Tu m'as vraiment impressionnée, c'était» et je dis: «Bon, bah, OK, très bien». Moi, je m'en rends pas compte, en fait, au quotidien. Ouais. Tu penses qu'il faut une femme forte, hein, justement pour avoir cette Oui, crédibilité, ce respect? une fois de plus, moi, je me pose pas cette question. J'ai pas été dans des situations, difficiles. Alors il y a un facteur chance puisque, tous mes collègues étaient super, hein, mes interlocuteurs. Après, je veux pas tomber dans les clichés, je veux pas que ce soit un sujet. Je sais que souvent dans mes équipes, on dit: «C'est super que tu sois une femme, tu nous représentes, le peu de femmes qu'il y a, tu nous représentes, vous êtes pas assez». Heu, bon après, même moi, hein, j'ai managé tellement peu de femmes par rapport, à des hommes et je le regrette vraiment, mais il y en a pas. En fait, il faut que les filles, osent et envie. Hem, il faut en fait, voilà, je pense que c'est un travail qui se fait de manière, culturelle, sociale. Je pense que la prise de conscience est faite. Il y a le même problème avec les femmes ingénieures, il y en a de moins en moins. On entend qu'à l'école, elles sont en première, elles font plus de maths, après elles se présentent plus au concours. Mais il faut que les femmes se prennent elles-mêmes, il faut qu'on les aide, les jeunes, il faut qu'on les aide à avoir confiance et c'est faisable. J'ai pas l'impression d'avoir fait un effort particulier ou alors j'y prête pas attention. Non, mais c'est toujours un sujet, tu vois? Je pense que tu as raison, il y a pas suffisamment de femmes dans l'écosystème en général, surtout si on va sur des rôles qui sont vraiment du côté technique. Heu, dans des rôles plutôt commerciaux, je pense qu'il y en a plus, mais tu vois, à talent égal,
Hommes, femmes, ça reste compliqué quand même. Sans faire de discrimination, je pense que les femmes ont plus de talent, mais il y en a pas. Après, elles ont peut-être ouais, puis la vie fait que c'est vrai qu'il y a on n'y peut rien. On a ces bébés, cette période-là. Après, il y a l'âge. Les hommes ont plus de chance, en fait. Ils ont pas ces contraintes, ils ont pas ce regard, ils ont pas ces jeux, de séducteurs et cetera à subir. Donc ils ont plus de chance, mais les filles ont autant de chance si elles sont performantes. Alors on le dit souvent, hein, la fille qui arrive à ce niveau-là, c'est que vraiment elle a été super performante. Bah ouais, peut-être, mais elles peuvent l'être. Il y a pas de raison. Moi je comprends pas pourquoi les femmes se n'y croient pas ou se présentent pas. Où est-ce qu'elles passent en fait? Où est-ce qu'elles vont? Elles s'arrêtent, ou alors c'est messieurs, mais j'ai aussi rencontré effectivement des situations où on veut recruter une femme et puis en fait, c'est toujours un homme qui est recruté, alors qu'il y avait des femmes. Ils ont peur, ou il faut ressen ils ont peur. Je pense qu'ils ont peur à un certain moment de passer le cap. Une femme, c'est plus de risques. Elles peuvent être meilleures, elles peuvent être, plus pertinentes, plus humaines, elles peuvent avoir des qualités qu'eux n'ont pas. Souvent, j'ai remarqué que quand j'intervenais, ça se réglait alors qu'un prédécesseur le réglait pas parce qu'en fait, ils y mettent pas d'humain, ils y mettent pas les qualités qu'une femme peut avoir. Mmh. Bon, j'aime pas généraliser, mais en recrutant et en faisant monter des femmes dans la hiérarchie, on couvre d'autres aspects des problèmes qui peuvent débloquer, qui peuvent être, Oui, je pense que mieux. ça peut changer un petit peu la dynamique de la conversation. Il y a des sujets qui sont plus ou moins abordables, ça change un petit peu le ton, je trouve. Et quand tu regardes un peu ton évolution, c'était quoi pour toi le plus grand moment d'apprentissage? Moi, j'ai eu la chance, en fait, chez FIS d'avoir énormément de moyens mis à ma disposition. Ils formaient énormément, beaucoup de budget, Mmh. d'avoir, plein de formations, d'apprendre plein de choses. Ça, c'est l'avantage, je pense, des grandes sociétés qui investissent, en fait, dans leurs managers, dans leurs commerciaux pour, leur donner confiance, pour leur donner des moyens. Donc je pense que là, j'ai énormément appris. Théorie, en fait, déjà, et ensuite, c'est des choses qui servent. On nous a donné des outils. Donc je pense que, ben, un passage par une grosse boîte, c'est vraiment bien pour ça, pour avoir, tous ces basiques qui après sont très, très utiles. Les grands principes, les grands voilà, les les grandes règles, les incontournables. Là, j'ai appris énormément, et ensuite, j'ai envie de dire dans la galère, on apprend énormément. Donc à chaque fois qu'il y a eu des situations compliquées et qu'après on fait une petite introspection, qu'est-ce qui a été dur? Je pense que progressivement, on apprend, et j'ai pas un moment vraiment très précis, mais je pense qu'il est important, c'est de se rendre compte que même un échec peut être un grand moment d'apprentissage, à partir du moment où on le regarde ou qu'on l'étudie, qu'on analyse, qu'on en tire des leçons. Bah, en fait, c'est top parce qu'après on saura anticiper, on en connaîtra plus. On saura que dans une situation comme ça, il faut pas oublier ça, ou ça peut se passer comme ça et c'est pas la mort, et qu'une porte fermée peut devenir une porte ouverte. Est-ce que justement il y a eu des moments où tu t'es dit: «Là je sens que ça va être un moment d'apprentissage, mais c'est pas forcément le moment qui a le plus de sens sur, tu vois, la progression de carrière». Tu vois, ça va être un moment où je vais apprendre beaucoup de choses. On va peut-être réussir, peut-être pas. Je prends un risque par rapport à, ma carrière, mon Oui, alors j'y pense pas à ma carrière et mon CV quand je fais les choses. En fait, je suis, vraiment engagée dans le sujet. Oui, alors ça m'arrive, hein. Là, ça va être difficile, ça va être un risque. Si ça plante, bah, je vais être plantée, et si ça a réussi, ça va être génial pour l'entreprise. Bon, je pense pas trop à ma situation personnelle, et à la limite, si j'avais à le faire, je me dirais: «Bon, bah, de toute façon, je vais apprendre». Des fois, on se fait des films sur des voyages où on doit aller négocier un truc, on se dit: «Oh là là, ça va être super compliqué», et finalement, on revient avec des étoiles dans les yeux. Les gens ont pas réagi, comme on pensait parce qu'on est sur place, parce qu'il se passe quelque chose.
et on se dit: «Bah, finalement, j'ai énormément appris. La prochaine fois, je leur demanderai leur aide avant de les planter». Voilà. On a un gros problème, il faut y aller pour leur expliquer le problème et le client, on s'attend à des hurlements et on va se faire, ils vont nous quitter, on va perdre ce client, on va perdre cette région, enfin et puis finalement, il te dit: «Mais il fallait me demander de l'aide. Moi, je vous aurais soutenu, j'ai compris. Je suis aussi un chef d'entreprise». Oui. Bon, bah, la prochaine fois, j'intègre qu'au lieu d'imaginer le pire et de prendre un risque en ayant l'impression qu'on fait prendre un risque, on pourrait peut-être aller demander de l'aide avant. Bon, voilà, c'est un apprentissage. Si ça aurait échoué, ben, on y perdait Mmh. et voilà. Et Mais je pense tes pas. rôles modèles, toi, ça a été qui tes rôles modèles au fil de ta carrière, hein? Des boss, j'ai eu beaucoup, beaucoup de boss. Il y a des boss super inspirants, des N+1 ou des N+2 qui sont alors j'ai eu des modèles positifs et ce que j'appelle les modèles négatifs aussi, des gens où on se dit: «Je veux tout sauf être ça». Mon modèle, c'est de jamais faire ça. Ça m'a vraiment aussi, aidée, hein. Bon voilà, c'est tout ou rien et dans le rien, c'est aussi un apprentissage, hein. Je m'inspire de cette personne, je trouve que ça, c'est super. Ouais, j'ai eu énormément d'admiration pour des dirigeants quand j'étais plus jeune. Le conseil que tu donnerais à Sophie quand elle avait 25 ans, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais aujourd'hui? Le conseil, ça serait peut-être en recrutement, les erreurs que j'ai faites, hein, cherche pas à recruter des gens comme toi. Ça n'existe pas en fait, moi j'ai beaucoup cherché ça. Heu, Quand j'étais jeune, je cherchais des gens qui réagissaient comme moi. Aujourd'hui, je j'ai dépassé ça et encore je pense que en fait, lutter contre ces biais, c'est un bon conseil pour des jeunes et je me le donnerai et puis, bah, de continuer à avancer, de pas douter en fait, c'est difficile, ce qu'on disait tout à l'heure, tu es une femme mais si tu te poses pas de questions, si tu te poses pas de questions et si tu avances, bah, en fait, il y a de la place, quoi. Donc continue et faut y croire. Faut pas perdre de temps dans les choses négatives. Faut pas On peut pas changer tout, on peut pas changer tout le monde. En fait, faut se concentrer sur les choses positives et avancer et c'est globalement, je pense que j'ai fait. Je changerais pas grand-chose, heu, quelques détails, quelques situations, mais ouais, peut-être pas perdre de temps sur ce qui est pas bien. Il faut vraiment regarder devant et puis et ce qui est important, c'est d'avancer, d'être optimiste, d'y croire et si on se trompe, on se relève, on commence, on fait autrement. Et pour toi, s'il y avait un mot qui devrait résumer un petit peu, le leadership aujourd'hui, ça a quand même beaucoup changé. Toi et moi, on a vu, on a vécu, il y a eu des crises, il y a l'instabilité, dans tous les sens. Aujourd'hui, ce serait quoi le mot pour résumer le leadership, en 2025? Eh ben, ce que tu viens de dire, en fait, accepte le changement, prends-le, parce qu'en fait, un leader qui change pas, c'est un leader qui est perdu. Donc accepte le changement, c'est l'ouverture, l'acceptation et être curieux, enfin tout ça, c'est la même chose, quoi. Sois curieux, développe, avance, ne stagne pas, ne te cantonne pas à ce que tu fais, accueille des nouvelles équipes, fais des choses que tu as pas fait plus tôt, sois sois large, ratisse large, pas de barrière et en fait, ça serait vraiment ça pour moi un leader aujourd'hui. Bon après ne copie pas les politiques. Pense pas à toi, pense à ton objectif et essaye de le faire de manière, positive avec bienveillance, ouverture. Embarque les gens avec toi. Parce que c'est pas un truc seul, hein, c'est un truc d'équipe, hein. Ouais, c'est un travail Le d'équipe comme tu le leadership, disais ça tout à marche l'heure, hein. qu'avec une équipe. Mmh. Et si tu d'un côté un peu plus fun, s'il y avait une, bande son pour ton leadership, ce serait laquelle? Oui, j'en ai Il y aurait une. quoi? Ouais, j'ai une super chanson que j'adore. C'est un groupe irlandais, qui est pas très, très connu, je et la chanson, s'appelle Hall of Fame Mmh mh. et c'est une chanson, déjà il y a une super intro, de piano et j'adore ça
Et en fait, c'est une chanson qui dit que on peut tous avoir son Hall of Fame, on peut tous y arriver et on peut tous avoir son heure de gloire, il faut y croire. Et c'est une chanson qui a une quinzaine d'années et franchement, elle est... Je vois tout à fait. C'était un groupe irlandais. Oui, tout à Je fait. les ai vus d'ailleurs. Je les ai vus Vous les avez sur en scène. concert? Ah, moi, je Je les ai les ai pas vus. I Love White Festival où ils ont fait justement Hall of Fame. Mais c'est vrai que tu vois, la foule était énergisée par cette chanson qui te motive à fond, quoi. C'est crois en toi, Ouais. en toi-même. Et on trouve des lives avec des intros qui donnent. En fait, je cherchais une chanson à un moment pour une réunion avec mes commerciaux et j'avais trouvé cette chanson, c'est il y a quelques temps déjà. Hein. Et ouais, et en fait, quand ils font live, souvent ils commencent avec une introduction sur Faut y croire, allons-y. C'est super touchant, donc je vous encourage à aller. Enfin, si toi tu la connais, elle est... Ouais, moi, je la connais tout à fait. Écoute, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre discussion. Écoute, Sophie, c'était un vrai... J'espère que c'était intéressant pour toi, en tout cas. C'est vrai que ça fait du bien de se Excuse-moi, faire... ils sont bons et je trouve que c'est bien de passer un petit peu de temps justement pour mieux comprendre, tu vois, la fibre ADN chez toi, comme tu as quand même une énorme expérience, des superpowers, tu as négocié, tu as géré des équipes, mais surtout ce qui est quand même assez rare, c'est que tu l'as fait, comme tu le disais, dans des mondes, dans des très grands groupes, des environnements beaucoup plus entrepreneuriaux et à l'international, où tu as géré des équipes très fédérées, enfin très... Et en plus, des environnements où tu as quand même, il y a des fondateurs, il y a des investisseurs, tu vois, c'est quand même des contextes très, très différents. Et je pense que, enfin, je sais pas si tu es d'accord, mais je pense que les démarches de négociation commerciale, le mindset commercial a quand même beaucoup changé sur 25 ans. Voilà, ce qui était des écoles de, voilà, les techniques de vente, il y a 25 ans, ce sont plus les mêmes. Le monde a beaucoup changé. Tout à fait, tout à fait. Et puis cette ouverture... et les grands basiques, ce qu'on disait, le commercial des années 80. Il y a des choses anciennes comme ça qui fonctionnent toujours, mais qui sont intégrées. Puis maintenant, on a tellement d'outils, enfin, ça n'a plus rien à voir. C'est deux vies différentes entre... C'est riche hein, d'avoir... moi, je trouve que c'est une chance d'avoir pu vivre à travers les années toutes ces évolutions. Le SaaS n'existait pas quand j'ai démarré, en fait. Les emails, c'était le début, les emails professionnels, les téléphones. Maintenant, on envoie des WhatsApp à ses clients et on les intègre dans des... Voilà, ça n'existait pas. Les WhatsApp, c'est très récent encore. Il y a des cultures où ça marche pas du tout. Il y a des cultures où c'est très, très fort. Ouais, c'est fou. Les CRM, on était sur des trucs faits maison, des annuaires. La lead gen, ça a changé 100 fois. Je me souviens de dire, il faut contacter 7 fois un prospect pour qu'il nous réponde. Puis après, c'est passé à 12, puis 15, puis 20. Puis aujourd'hui, on dit on contacte multicanal et on contacte... Est-ce que le téléphone, finalement, on se repose des questions, on a fait des cycles entiers, on revient, on se repose des questions. Maintenant, c'est l'IA qui prospecte, mais quand tout le monde va avoir de l'IA, il va se passer quoi, en fait? Quand les clients vont faire... C'est l'IA qui va répondre à notre IA. On va arriver où? Enfin, voilà. Oui, exact. Donc, j'envoie mes agents pour faire le travail, mais mes clients ont des agents qui répondent. On n'en est pas encore tout à fait là, mais j'ai hâte de savoir dans les 10 années qui viennent, comment ça va évoluer, qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Il y aura peut-être des équipes less is more et aussi qui ont la devise the more you ask, the more you get, tu vois. J'espère. Je pense que ça changera pas. En tout Merci cas, à toi. ouais. Merci à toi, Anne. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était un épisode de Leadership Up Close. Merci beaucoup, Sophie. À très bientôt. Merci à toi.